Bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Oberlin, chirurgien orthopédiste spécialisé de la main. Bonjour Bonjour. Christophe, merci d'être parmi nous et de nous rejoindre sur le studio. Bonjour Anne, merci de votre invitation. Ça m'a fait plaisir de vous écouter lors d'une conférence à Verviers, où vous nous avez parlé de la Palestine et ce qui se passait dans les hôpitaux en Palestine. Une conférence qui m'avait vraiment fortement touchée et j'avais vraiment envie de partager un moment un peu plus intime avec vous et nos auditeurs. Merci beaucoup. Je vais vous laisser peut-être vous présenter un petit peu. Écoutez, comme vous l'avez mis sur le bandeau, je suis un jeune retraité depuis quelques mois et j'ai fait toute une carrière chirurgicale à l'hôpital et à l'université en tant que notamment professeur d'anatomie et d'orthopédie. Et j'ai toujours circulé dès que j'ai été suffisamment formé. Vous voyez, j'ai fait une coopération, par exemple, dans un petit hôpital de Centrafrique, sans eau, sans électricité, sans rien d'ailleurs, pendant plus d'1 an. Et puis, j'ai fait beaucoup de chirurgie de la lèpre pendant une quinzaine d'années. Et puis, quand j'ai été spécialisé en chirurgie nerveuse, je suis allé opérer des paralysies complexes un petit peu partout. Et à la suite de la demande de Marcel Francis Kahn, qui était mon voisin à l'hôpital Bichat à Paris, Marcel Francis Kahn était professeur de rhumatologie et il a aussi parallèlement créé l'association médicale franco-palestinienne qui s'est transformée plus tard en association France-Palestine Solidarité. C'est l'association mère, voilà. Et avec lui et François Maspero, notamment, nous avons fait un voyage d'initiation, d'exploration en décembre 2001. Et ma spécialité s'est imposée en ce sens qu'il y avait déjà à cette époque, malheureusement, beaucoup de séquelles de plaies par balles, par différents explosifs, avec des paralysies chez des gens très jeunes, nécessitant donc une chirurgie spécialisée. Et depuis, j'y vais 3 fois par an. Alors, comment se passent vos voyages? Parce que bon, là, vous avez été ici récemment, vous êtes passé encore en Palestine il n'y a pas très longtemps. Peut-être expliquer un peu comment vous vivez les événements, comment ça se passe à l'heure actuelle. Alors, déjà pour y aller, il a fallu attendre une fenêtre d'opportunité puisque cette bataille de Gaza a éclaté le jour où nous devions partir. Nous avions tout à fait par le hasard du calendrier une mission qui était prévue à ce moment-là. Et donc, depuis 2013, nous passions par Israël. Avant, nous passions par l'Égypte. Depuis le coup d'État de 2013, nous passons à nouveau par Israël. Et là, le premier endroit qui a été atteint, l'un des tout premiers, c'était le passage. Enfin bref, le passage a été fermé immédiatement et jusqu'aujourd'hui. Donc, nous sommes passés par l'Égypte à nouveau, dans des conditions un peu particulières, en ce sens qu'il faut obtenir toutes les autorisations égyptiennes et israéliennes. Et puis, on passe dans des fourgons par groupe de 20 personnes. Voilà, donc ce sont des détails, mais disons qu'il faut le poids d'une très grosse association pour réussir à faire entrer 20 personnes, 20 médecins d'un seul coup. Et ça, j'ignore complètement comment ils se débrouillent pour le faire, et je leur tire mon chapeau d'ailleurs, parce que c'est sûrement une des choses les plus difficiles. Et donc, nous sommes passés chacun avec 3 valises de 25 kilos, remplies de matériel chirurgical et anesthésique, de façon à être relativement autonome à l'hôpital où on nous attendait, qui est l'hôpital européen de Khan Younis, qui est un hôpital dont j'ai vraiment l'habitude, puisque à chaque fois que nous allons là-bas, nous passons la moitié du séjour à l'hôpital Shifa, dans le nord, à Gaza-Ville, et l'autre moitié à l'hôpital européen. Donc j'avais la chance de connaître les médecins, les anesthésistes, les chirurgiens, certains de mes élèves qui sont maintenant chefs de service. Et donc, j'ai pu travailler honnêtement dans de bonnes conditions pendant 15 jours. Et comment ça se passe au niveau de... est-ce que vous avez beaucoup de cas, je vais dire, on parle beaucoup d'enfants pour le moment, est-ce que vous avez eu beaucoup de jeunes enfants que vous avez dû soigner à ce moment-là?
Alors, bien sûr, hein, les bombardements, quoi qu'on en dise, étant, faits au hasard sur des populations civiles, eh bien, tous les blessés que nous avons à soigner reflètent exactement la population, de Gaza, c'est-à-dire avec, une discrète majorité d'enfants, avec des femmes, des personnes âgées et toute la société, palestinienne. Ce qu'il y avait de particulier par rapport à ces missions qu'on fait depuis 20 ans, bah, c'est qu'on voit que régulièrement la puissance des armes augmente et donc le nombre de morts sur place est très élevé, avec un nombre de blessés un ratio qui est plus de 1 à 2, alors qu'habituellement c'est 1 à 4 ou 1 à 6 si blessés pour un mort. Là, la mortalité est terrible et nous n'avions certainement pas toute la bande de Gaza à traiter, parce qu'énormément de blessés, ne parviennent pas dans les hôpitaux, ou en tout cas pas dans l'hôpital européen qui était et qui est toujours encore aujourd'hui le dernier hôpital à fonctionner à peu près, normalement. Donc on a Oui, travaillé d'une manière très en huis clos d'une certaine façon parce que les bombardements étaient vraiment intensifs et vraiment je ne raconte pas d'histoire. Un matin, je me suis dit on est réveillé par les bombardements tous les matins et je me suis dit: Je vais pas sortir de mon lit, tout de suite, je vais compter jusqu'à 30 et à la 30e bombe, je me suis levé, c'était moins de 10 minutes. Donc ah, ça donne une idée de l'intensité, des bombardements. Beaucoup d'experts ont réussi à évaluer le nombre de milliers de tonnes de bombes qui sont tombées sur la bande de Gaza. Disons que nous, on en avait une impression, auditive, sans que cela d'ailleurs ne crée de panique dans l'hôpital qui était envahi de réfugiés, de déplacés plus exactement, dans tous les espaces et jusque dans la cour de l'hôpital, jusque dans les couloirs, les escaliers. Il y avait des gens qui dorment sur des matelas de fortune, des familles entières, des enfants qui jouent et on fait la cuisine et ce qui avait de particulièrement frappant, bah, c'est justement, cette intrusion de milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais pas, qui, finalement refaisaient un petit peu leur vie, heu, en attendant que ça se passe et sans panique, même quand les bombardements étaient très proches et ils ont été parfois très, très proches. Des gens qui travaillaient avec moi, ont eu des personnes de la famille tuées pendant mon séjour, hein, à 2 minutes de l'hôpital, m'ont-ils dit. Alors pendant toute cette période, je n'ai pas quitté l'hôpital pour des raisons de sécurité, donc je suis un mauvais témoin finalement, au cours de ces 15 jours, de ce qui s'est passé à Gaza. Disons qu'on est sorti le jour où il y a eu le bombardement humanitaire. Vous savez, il y avait eu déjà plus de 100 humanitaires qui avaient été, tués dans les bombardements et puis quand il s'est agi d'occidentaux, le monde entier en a parlé. C'est un peu pathétique d'en arriver là, mais ça nous fait toucher du doigt que, personne n'est épargné et malheureusement depuis un mois, un petit peu plus que je suis revenu, il y a beaucoup d'exemples et notamment, à Rafah puisque nous étions dans l'attente, dans l'angoisse de ce bombardement de Rafah, qui a été fait et sur lequel, disons qu'il y a pas de commentaire à ajouter. Ça ouvre une nouvelle page du droit. exactement. Donc oui, on se rend compte que maintenant je veux dire, on accepte ouvertement, malgré qu'on sait que c'est un génocide, on se rend compte que l'OTAN accepte, cette situation. Comment vous expliquez ça? Comment on peut en arriver à voir autant de personnes qui sont assassinées, qui sont détruites, etc. Et que on voit qu'il y a personne qui réagit. Comment vous voyez les choses? Écoutez, je crois qu'il faut voir les choses en prenant de l'attitude et en se rendant compte que le narratif, occidental, politique et des grands médias ne correspond pas du tout, à la réalité, mais que cette réalité, n'échappe pas à la population du monde entier. Alors il y a des pays, il y a des élus, qui en tiennent compte, même dans notre pays, même s'ils sont très, très, très minoritaires
eh bien, il y en a qui tiennent compte finalement de cette horreur absolue, de ce mépris de la vie humaine, de la loi, qui ouvre en fait la porte à tous les excès. À quel, à quel enfant, à quel étudiant, à quelle personne on va pouvoir expliquer demain que ben non, ça ne se fait pas. Il y a des règles dans la vie, indépendamment même des règles de droit, il y a des règles d'éthique. Et là, elles sont pulvérisées véritablement sous nos yeux et tout le monde est au courant, y compris les enfants. Vous voyez, moi j'ai 9 petits-enfants, ils savent parfaitement ce qui se passe là-bas et on ne leur en parle pas tellement, nous, mais tout le monde en parle à l'école. Les réseaux Les sociaux. professeurs, j'ai rencontré beaucoup de professeurs au cours de ces derniers temps, les professeurs que sais-je, d'histoire, de géographie et même d'autres spécialités sont interrogés par les élèves et donc ils sont obligés de répondre d'une certaine façon. Et donc je dois dire que non seulement l'Occident, l'image de marque des Occidentaux en prend un coup, parce que l'Occident est très isolé finalement dans cette affaire. Hein. Les 3/4 de l'humanité, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Chine, la Russie, toute une série de pays ont des exécutifs qui prennent très au sérieux les choses et d'ailleurs se portent partie prenante dans différentes actions en droit international qui sont en cours. Mais ce qui m'interroge, c'est que ce que pensent nos enfants et nos petits-enfants quand ils nous regardent, c'est la question d'ailleurs que se posent les Palestiniens vivant en France, par exemple, et qui souffrent actuellement une double peine, ce qui se passe là-bas et la façon dont on en parle ici, la façon dont on les muselle, la façon dont les manifestations sont interdites. Vous voyez, encore aujourd'hui, on apprend que un festival de poésie qui devait avoir lieu à Paris, eh bien, la représentation palestinienne en a été exclue alors qu'il s'agissait des invités d'honneur. Vous voyez, donc ça, voilà. Donc, qui peut croire dans l'honnêteté de ceux qui nous dirigent, que ce soit au niveau de la municipalité, au niveau de la députation, au niveau des ministres, et même au niveau de notre président, qui, lorsqu'il y a une bousculade dans un escalier, eh bien, va se précipiter à Sciences Po. Pour disons, représenter le mauvais camp, celui qui est du mauvais côté de l'histoire, vous voyez? On est frappé par les déclarations invraisemblables que peuvent faire beaucoup de responsables et je pense qu'un certain jour, ils vont regretter d'avoir dit tout ça parce que tous ces étalages de soutien, à une puissance génocidaire, c'est un nom, c'est le racisme, voilà. Donc le racisme, il est là-bas, il est dans nos rues, il est dans nos ministères, il est partout. Euh, et la population en France qui est assimilée au soutien à la Palestine est marginalisée. Et tout ça, ça va laisser beaucoup de traces et pendant longtemps, je crois. Ah, est-ce que vous pensez, parce qu'on en parle, on entend sur les réseaux beaucoup de choses concernant le fait que les élites sont quand même dirigées par une branche sioniste, et ça pourrait expliquer en fait cette situation. Écoutez, il y a des habitudes qui sont des habitudes anciennes qui reviennent, qui remontent à longtemps. Et l'idée, c'est que on ne remet pas en question l'État d'Israël et que ceux qui veulent remettre en question l'État d'Israël, eh bien, veulent sa disparition et veulent jeter tous les Juifs à la mer. Alors, je crois que euh, ce, ce chantage à l'antisémitisme aussi, il en a pris un sacré coup. Il en a pris un sacré coup dans le sang, malheureusement. Mais en tout cas, beaucoup de barrières sont tombées. Et je pense que, bien que nous soyons en pleine phase de limitation de la liberté d'expression, eh bien, je pense au contraire que, d'une certaine façon, ça nous stimule à nous exprimer et qu'un certain nombre de poncifs plus ou moins racistes, de parti pris, le fameux deux poids et mesures et tout ça, eh bien, s'est effondré. On va pouvoir parler demain davantage. On va pouvoir dire que le gouvernement israélien était un gouvernement fascisant. Euh, Vous savez, depuis des années, je suis en collaboration très, très amicale avec l'un des plus grands juristes français
travaille à la Cour pénale internationale notamment, et il me dit: «Cette année va être, une bonne année pour les juristes. La liberté d'expression va s'installer et nous qui depuis des années, croyions, dans le droit international, croyions, dans les différentes structures qui, à partir de l'ONU, eh bien, s'occupent, du droit, que ça soit la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. Nous y croyons depuis, des années». Vous voyez? Il y a un petit bouquin que j'ai ici, que j'ai écrit qui s'appelle «Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale». Ben, vous voyez, contrairement à ce que m'a dit quelqu'un qui m'interrogeait en me disant: «Vous n'avez pas perdu de temps pour sortir ce livre». C'est un livre qui est sorti il y a 4 ans, vous voyez? Mmh. Il est sorti il y a 4 ans. C'est-à-dire que déjà, il y a 4 ans, nous étions convaincus de la suite, de l'histoire. Le droit se construit, un certain nombre d'étapes ont été, franchies depuis pratiquement 2009, date à laquelle la première plainte partie de Gaza, a atteint la Cour pénale internationale, et puis il y a toute une série d'épisodes. Mais on a vu qu'à chaque fois, lorsque on disait: «Ah bah non, ça va s'arrêter là, ça n'ira pas plus loin», vous voyez? Jusqu'à encore, un mois, Mmh. l'un de mes amis pourtant, bien connaisseur de la situation du Proche-Orient, vous voyez? Quelqu'un qui a écrit un bouquin sur Sabra et Shatila, il ne croyait pas. Il me disait: «Tu sais, Netanyahou, on va lui tirer les oreilles et ça va se terminer comme ça». Ben, on voit aujourd'hui que ça ne se termine pas comme ça, et qu'au contraire, c'est le début d'une grande époque où le monde va avoir à choisir entre, le droit international, ou la jungle, et la jungle chez les autres, mais aussi chez nous dans les rues, vous voyez? Mmh. Quel exemple donnons-nous, pour, espérer demain que les gens aient un comportement, normal, vous voyez? Bon, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que Benyamin Netanyahou s'est retrouvé, France A, je crois, c'est ça? Il est passé, il a été interviewé? Je crois que c'était sur LCI, mais quoi qu'il en soit, c'est une, télévision de service public. Bien, on voit, si vous voulez, que le lobby dont vous parliez reste puissant, et quand je dis lobby, je voudrais préciser les choses. Israël, tout le monde en est d'accord, n'est pas un État normal. Il ne se comporte pas normalement depuis le premier jour, non pas de sa création, mais depuis le premier jour de la reconnaissance d'un État Mmh. israélien par les Nations unies, par l'Assemblée générale, ce qui est tout à fait différent du mot création. On pourrait discuter sur la notion d'État et voir quels sont les critères qu'Israël remplit pour être honoré de l'appellation d'État. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est un État qui ne se comporte pas comme un État. Dans une association de pêcheurs à la ligne, si quelqu'un pêche à la dynamite, il a une sanction, et puis s'il recommence, il est exclu, vous voyez? Mmh. Israël n'a jamais respecté l'association à laquelle, dont il est membre, qui est l'Organisation des Nations unies. Alors son comportement, c'est le comportement d'un lobby. C'est le comportement d'un lobby. Un lobby ne se dévoile pas, ne va pas en discussion contradictoire, n'accepte pas le contradictoire. Un débat manque comme il respire. Un lobby revient sur des accords passés. Et tout ça, ça s'est produit sous nos yeux et sous les yeux du monde entier d'une manière extrêmement violente et douloureuse. Mais en tout cas, nous avons eu toutes les démonstrations de cette situation, de ce comportement qui fait qu'Israël est un lobby. Alors un lobby meurtrier, vous voyez, il ne plaide pas pour les désherbants, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Et il ment terriblement. Et vous voyez, je me suis retrouvé il y a quelques jours en discussion avec un sioniste que je vois quelqu'un de bien élevé, qui en tout cas est invité dans les grands médias, notamment en France, public en France, et qui a commencé sa présentation en parlant qu'il avait été très choqué par ces femmes violées, expliquant on avait retrouvé 37 sortes de sperme différents sur cette femme, ce qui est un mensonge éhonté, qui a été complètement démenti par l'enquête des Nations unies. Et puis il y a eu d'autres enquêtes qui ont été effectuées notamment par les médias américains. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un, ancien député, ancien ambassadeur, qui passe accueilli courtoisement sur les antennes françaises, et qui est capable aujourd'hui de dire des choses pareilles, vous voyez? Donc ça, c'est le lobby effectivement en France. Alors il y en a qui sont extrêmement vulgaires, comme le lobbyiste qui est à l'Assemblée nationale,
Il faudra d'ailleurs s'interroger pourquoi il est là, pourquoi il n'y en avait pas avant, vous voyez? Bah, je peux vous le dire, c'est parce qu'en 2010, eh bien, je ne sais pas qui, eh bien, a fait un redécoupage électoral des, circonscriptions des Français de l'étranger et donc on a mis avec, Israël, San Marin, le Vatican et quelques autres pays, et Israël a été, une fois de plus, extrait du Moyen-Orient. Avant, Israël était avec le Liban, par exemple, où il y a beaucoup de franco-libanais, vous voyez? Donc on l'a extrait de sorte que vous avez mécaniquement, un député israélien au Parlement français depuis 2010 et d'ailleurs on le voit la main dans la main avec monsieur Netanyahou, eh Exactement. bien faire campagne en hébreu sur les télévisions, israéliennes, vous voyez? Donc je suis surpris par exemple que ce redécoupage n'ait pas été, signalé. Alors là, je vous ai parlé de quelqu'un qui est extrêmement vulgaire et grossier. Il y en a d'autres qui sont plus subtils et en particulier cet avocat dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, eh bien, il va falloir, s'occuper de tous ces opposants à la démocratie et donc ça veut dire aussi qu'il faudra du temps en Israël pour que le racisme, systémique, eh bien, s'atténue et également, chez nous, pour que eh bien qu'une certaine honorabilité soit une position plus honorable soit trouvée, et qu'on cesse de marginaliser, les positions ceux qui soutiennent, les Palestiniens. Alors moi, j'ai une réflexion qui était passée sur le net et qui m'avait troublée. C'était la Palestine est encore le seul État à se battre pour sa liberté. Alors écoutez, Est-ce que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre à Israël, tous les peuples, à part les Palestiniens? alors, je vais répondre d'abord à la première partie de votre question. La Palestine est le seul État à se battre pour ses libertés. Je crois que c'est une très bonne, expression, mais qui mérite justement d'être approfondie parce que la Palestine est un État, vous voyez? Alors la notion d'État et ça encore aujourd'hui, il faut faire de la pédagogie, un État, c'est pas justement, heu, une reconnaissance aux Nations unies. Un État, c'est un état de fait, ça existe, vous voyez? Alors les critères d'État, c'est généralement, on enseigne ça dans à Sciences Po, hein, c'est, un territoire donné avec des gens qui se mettent d'accord pour se soumettre à une loi commune, donc c'est le début de l'intérêt général qui prime, l'intérêt particulier et puis avec une police pour faire respecter des lois, et puis une armée pour faire respecter les frontières, hein. En gros, c'est ça. Un État, c'est un État de fait, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces critères s'additionnent et puis à un moment donné, ça donne un État, mais un État ne dépend pas de sa reconnaissance. Et la comparaison, c'est celle d'un enfant. Un enfant qui est né, c'est un fait. Et son existence ne dépend pas de la reconnaissance des parents ou de la reconnaissance de la mairie, vous voyez? Donc la Palestine, en tant qu'État, et même je dirais en tant qu'État, alors en tant qu'État, il y a eu un proto-État il y a pratiquement 3000 ans avec 5 villes qu'on connaît bien maintenant, Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath et Gaza. Ça a donné la Philistia. Donc il y a des racines historiques, mais ces racines historiques sont très importantes, vous voyez, parce que depuis 3000 ans, il y a une filiation, vous voyez, sur toutes les cartes qui figurent, la Philistia est liée, elle est même inscrite sous forme d'une carte sur un temple à Karnak en Égypte, vous voyez. Donc ça, c'est des choses dont on n'est pas toujours conscient, mais ça laisse toujours des traces dans les mentalités collectives. Et puis l'État moderne, il est né du démantèlement de l'Empire ottoman, où il est écrit noir sur blanc, eh bien, que cet empire, sur une base volontaire, eh bien, va être découpé en un certain nombre d'États, dont l'État de Palestine, avec un passeport où il y a écrit État de Palestine, avec une monnaie, avec des lois, avec la Palestine qui a passé des accords internationaux, y compris avec la puissance monétaire qui était le Royaume-Uni. Donc cette notion d'État, elle existe depuis longtemps. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'un État est privé de sa liberté que l'État a disparu. Vous voyez, l'État, c'est le peuple, vous voyez. Et donc, c'est pour retrouver sa souveraineté, les prérogatives ultimes qui sont celles d'un État, que la Palestine se bat. Donc, c'est tout à fait juste de dire, peut-être qu'il y en a d'autres, mais peut-être pas, que la Palestine est un État qui se bat pour obtenir la liberté. Est-ce que justement, donc ça ne montre pas au monde entier un exemple
C'est peut-être là l'enjeu aussi de cette guerre pour le moment, c'est que cette guerre en particulier a une signification beaucoup plus importante, je veux dire, puisque là on parle vraiment de liberté. Euh, enfin, moi quand je vois ce peuple-là, j'ai l'impression de voir le dernier bastion de la Gaule, là, un peu qui va jusqu'à. Oui, alors on peut dire aussi que c'est le premier, un horizon qui s'ouvre. On est arrivé au sommet d'une montagne, mais on a franchi le sommet et ça y est, on a la vue de l'autre côté, enfin. Je crois que c'est tout à fait juste, ce que vous dites. C'est quelque chose d'extrêmement de plus qu'emblématique, vous voyez? Pour rien vous cacher, par exemple, c'est une anecdote, mais vous voyez, du côté de la Nouvelle-Calédonie, vous voyez, eh bien, des avocats, de dimension internationale sont sollicités aussi, vous voyez? Parce que, finalement, soit la Palestine est éradiquée, comme le prétend monsieur Netanyahou, parce qu'éradiquer le Hamas, ça veut dire éradiquer les Palestiniens, puisque 60-70% de l'électorat palestinien vote pour le Hamas, vous voyez? Donc ça ne se passera pas, on l'espère bien, on n'y croit pas même. Mais en tout cas, c'est un exemple que la revendication du peuple, c'est ça qui fait l'État. Et il reste encore même simplement de manière tout à fait non passionnelle sur la liste des Nations Unies, par exemple, les îles Comores font toujours partie des régions qui doivent conquérir leur liberté, leur indépendance. Le référendum qui a été fait par la France au niveau des îles Comores est tout à fait illégal puisque on a dit ah bah il y a une île qui a voté pour rester en France, alors on va la garder. Vous voyez, c'est comme si on votait à Paris et puis que les arrondissements qui n'ont pas bien voté, on allait les garder ou leur donner leur liberté. Non, c'était un vote global et la France n'a pas respecté ce vote global et ça pose d'énormes problèmes et ces problèmes ne s'éteindront pas avant longtemps. Donc cette affaire palestinienne, c'est un tournant de l'histoire avec un État moderne, civilisé, entre guillemets, qui se comporte et qui agit comme un État génocidaire. Et c'est la première fois que le monde entier le voit en même temps de ses yeux et en temps réel. Donc, on ne peut pas nous raconter l'histoire. Les mensonges de l'exécutif israélien sont dépistés quasiment le lendemain, parfois même au moment où le mensonge est prononcé. Mais donc, pour Monsieur Netanyahou, donc il est normalement, il devrait être arrêté. Comment est-ce possible que, je veux dire, donc il y a un procès qui a eu lieu, donc il est condamné, et on doit l'arrêter, et là on ne fait rien. Comment Alors, peut justifier ça? ça, il faut être moins pessimiste que ça, si vous voulez, en ce sens que euh, dans le travail de la justice, pourquoi est-ce que la justice avance? Eh bien, c'est pour réduire l'impunité, servir d'exemple et éviter que des situations analogues ne se reproduisent. Alors, M. Netanyahou, bien entendu, ce n'est qu'une personne, si vous voulez. S'il disparaissait demain, de toute façon, il y a énormément de personnages politiques en Israël qui poursuivraient la même politique, comme ça a été le cas d'ailleurs de tous les gouvernements sans exception, y Mmh. compris ceux que l'on a appelés de gauche, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la Cour internationale de justice, aujourd'hui tout le monde la connaît avec la saisine par l'Afrique du Sud, mais cette Cour qui a été créée pour régler les différends entre États, justement, eh bien, en 2004, elle a rendu un arrêt et 2 ans auparavant, elle avait été saisie sur la question du mur construit en Cisjordanie par les Israéliens. Ce mur est illégal ou pas? Et la réponse au bout de 2 ans, parce qu'il fallait vérifier un certain nombre de choses, on n'écrit pas un mémorandum de 150 pages comme ça, sans éléments parfaitement fiables, parce que tout ça fait jurisprudence. Eh bien, au bout de 2 ans, la Cour a dit le mur est illégal. Et beaucoup ont dit depuis, ben, ça n'a servi à rien, le mur est toujours là. Si, ça a servi parce que dans les attendus de cette décision juridique, eh bien, il a été écrit, et c'est maintenant créé dans le marbre, eh bien, qu'en aucun cas un État ne peut évoquer la légitime défense en effectuant un acte de guerre en dehors de son territoire. Vous voyez, voilà.
Et donc, on l'a vu, le résultat, lorsque la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud sur la question des bombardements, du génocide, et Israël n'a quasiment pas évoqué la légitime défense pour aller détruire Gaza, car ça avait déjà été jugé, et en plus par la même juridiction, si vous voulez. Donc c'est ces progrès qu'il faut vraiment observer pour ne pas désespérer et surtout voir ce qui va se passer ensuite. Alors, Monsieur Netanyahou, arrêté ou pas, si vous voulez, imaginez que dans n'importe quel pays normal, Israël n'est pas un pays normal, mais imaginez que dans n'importe quel pays normal, le chef de l'État soit soumis à un mandat d'arrêt international et s'il est attrapé, il va aller en prison jusqu'à la fin de ses jours. Vous imaginez le choc que ça pourrait produire dans un pays normal. Alors, soit dit en passant, la puissance américaine joue avec le feu, parce que complicité de génocide, c'est une affaire extrêmement grave. Et il ne serait pas impossible, si vous voulez, que des mandats d'arrêt soient lancés pour complicité de génocide en direction, voilà. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui apparaissent progressivement, qui prennent de l'épaisseur, vous voyez, et on peut se demander si certaines modifications de position, par exemple, justement des États-Unis, eh bien, ne sont pas déjà des conséquences finalement de cette avancée de la justice. L'avancée de la Cour internationale de justice, eh bien, ça fait que les États, d'une façon générale, et tous ceux qui ont signé, tous ceux qui sont adhérents à cette Cour internationale, d'une certaine façon, sont obligés de se placer, de se situer. Vous voyez, la position de la France, qui est tellement pro-israélienne depuis maintenant un certain nombre j'allais dire, de quinquennats, et eh bien, la position de la France était attendue parce que la France, enfin, s'est déclarée du côté du droit international. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais depuis le début de cette guerre de Gaza, la voix française, c'était une espèce de vision, en tout cas c'était le message qui était donné, une vision restrictive du droit humanitaire qui tentait à faire croire à la population française que le droit humanitaire, moi, c'était de permettre de boire, de manger et de ne pas mourir de faim, vous voyez, et d'avoir accès à la médecine. Vous voyez, non, le droit international humanitaire, eh bien, règle c'est le droit de la guerre, c'est le nom aujourd'hui de ce qu'on appelle le droit de la guerre, c'est-à-dire que ça régule les armes interdites ou autorisées, ça régule les histoires de capture de soldats, les emprisonnements, voilà, les combattants. C'est la troisième convention de Genève. Vous voyez, on parle toujours de la quatrième, mais tous les combattants qui sont emprisonnés en Israël, ce qui est totalement illégal, ils devraient être emprisonnés sur le territoire qui a été conquis par Israël, c'est-à-dire en Cisjordanie. Eh bien, tous ces combattants devraient bénéficier du statut de combattant, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas les juger, ils ne Mmh. devraient pas être condamnés, vous voyez. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la libération d'otages, certains évoquent quand même qu'il y a beaucoup d'otages palestiniens dans les prisons israéliennes, mais ce ne sont pas seulement eh bien, les prisonniers en situation de détention administrative, vous voyez, cette peine qui est infligée à quelqu'un sans charge ni procès. Vous êtes en détention administrative, c'est renouvelé tous les 6 mois et vous pouvez passer votre vie en prison. Eux, ce sont des otages, je dirais, au sens vulgaire du terme, même au sens juridique, mais les autres, ce sont des combattants, c'est-à-dire ils devraient bénéficier de la troisième convention de Genève. Vous voyez, tout ça, c'est l'occasion de parler du droit, de faire de la pédagogie, et je crois que malheureusement, depuis 6 à 7 mois, eh bien, le niveau de connaissance, que ce soit des vrais journalistes comme vous ou de la population, eh bien, c'est largement amélioré dans le sens d'une meilleure connaissance du droit, vous voyez. Donc, rien que ça, c'est déjà un progrès très important. Alors, enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est parce que le temps, évidemment, est compté et que nous avons de plus en plus de victimes aussi. Et c'est plutôt ce côté humain qui me touche moi particulièrement. Les images sont de plus en plus horribles. Je ne sais pas si elles sont réelles pour certaines ou si elles sont exagérées, parce que bon, on a été jusqu'à l'image d'un soldat lié à un missile et je me dis comment on peut en arriver à ça. Euh,
je, ça va amener. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on en arrive qu'il soit trop tard et qu'il n'y ait plus de population. On les a fait déjà bouger à plusieurs reprises. On se retrouve dans des camps où ils sont exterminés, tout simplement, parce qu'on les a fait déplacer en leur faisant espérer, ben oui, si vous vous déplacez, ça ira mieux. Et puis ils se retrouvent renfermés dans des camps et là, on les bombarde et il n'y a rien. Donc là, c'est ça, je dis, on va aller jusqu'où? On va aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de population. Écoutez, je crois pas qu'on puisse dire, il y a rien, mais je dois dire que, très honnêtement, jamais je n'aurais imaginé, il y a 5 mois, par exemple, qu'on allait en venir à la situation où nous sommes aujourd'hui et je crois que personne n'avait imaginé, évoqué qu'un génocide réel, puisse, être, entrepris. Cela dit, le choc mondial, est tel, que, toute une série de signes montre que cette situation ne va pas perdurer. Il y a même du côté de la puissance américaine qui alimente en armement des hésitations. Les Mhm. élections américaines font que il se pourrait que Joe Biden perde les élections américaines sur la question de la Palestine. Et donc ça nous donne maintenant une certaine distance qui est catastrophique parce que si les événements actuels se poursuivent encore jusqu'aux élections américaines, eh bien ça sera peut-être 100 000 morts de plus. Ça. En tout cas, euh, qui aurait pu imaginer que quelques milliers de combattants motivés allaient réussir à tenir pendant 6 mois, 7 mois face à la puissance israélienne. Donc ça veut dire que quelque chose existe. Vous voyez, moi je me souviens, il y a longtemps, il y a 15-20 ans peut-être, je me souviens d'une interview d'un soldat israélien qui était inquiet parce qu'il avait vu des soldats palestiniens, des combattants, qui avaient des chaussures de ranger et qui avaient ça m'avait frappé, qui avaient des élastiques sur leur bas de pantalon, vous voyez, de façon à pas s'accrocher pour pas tomber par terre. Et il manifestait son inquiétude en disant, ils sont quand même en train de se débuter, de commencer à se professionnaliser, vous voyez. Bon, cette professionnalisation, moi, j'y ai assisté sur le terrain depuis 20 ans, et elle n'a pas de limite, si vous voulez. Et cette professionnalisation s'est faite d'une façon à exploiter toutes les failles de l'ennemi, et en particulier l'ignorance et l'arrogance, vous voyez. Donc c'est cette position très supérieure, estimée très supérieure et arrogante, qui est à l'origine de la chute du colosse, vous voyez. Et aujourd'hui, tout ça maintenant est su. On ne se moquera plus jamais des Palestiniens, vous voyez. On leur demandera plus, sauf les gens de mauvaise foi, s'ils veulent, je sais pas, lapider des femmes, appliquer la charia ou couper les mains des voleurs, vous voyez. On se rend compte que, moi je le sais depuis toujours, mais on se rend compte qu'il y a des médecins, des ingénieurs, des journalistes. Vous voyez, quand on entend encore aujourd'hui sur les grands médias français que selon les chiffres que nous n'avons pas pu contrôler parce que nous n'avons pas de journalistes sur place. Mais bon sang de bonsoir, il y a 150 000 étudiants dans les universités là-bas. Ils sont beaucoup plus forts que nous dans toute une série de domaines qui correspondent d'ailleurs à la pression à laquelle ils sont Mm. soumis. Les Palestiniens, en particulier à Gaza, ont développé très longtemps toutes les techniques d'autosuffisance dont nous avons besoin, toutes les techniques de recyclage, vous voyez, les techniques de récupération de l'eau qui sont systématiquement bombardées. Mais vous voyez, on a énormément de choses à apprendre. Ce sont des gens extrêmement éduqués qui font de la chirurgie à cœur ouvert tous les jours, vous voyez. Et ça, ça n'apparaît pas au niveau des grands médias, mais ça transparaît quand même. C'est quelque chose qui monte, vous voyez. Et tout ça doit nous rendre optimistes. Et c'est pas que ça doit nous rendre optimistes, ça nous rend optimistes lorsqu'on sait objectivement comment ils vivent réellement et ce qu'il y a dans leur tête surtout. Vous expliquiez qu'en fait, quand un hôpital était bombardé, ça réagissait assez rapidement, hein. On était tout de suite sur le terrain en train de remettre en état le plus vite possible pour pouvoir Tout sauver à le maximum fait. Tout de ce qui vies. a été détruit en termes de télécommunications, vous voyez, on a été très inquiets parce qu'on s'est dit à un moment donné, ils vont couper Internet, rien ne va passer. Et le génocide, on n'y pensait pas encore au génocide, mais en tout cas, les massacres vont se continuer sans qu'on le sache. Eh bien, on a été tous surpris de voir très rapidement toutes les connexions se rétablir
et tout ça continuait à fonctionner dans les pires conditions. Moi, j'ai vu l'hôpital Chifa, vous voyez, qui a été très, très, très abîmé. J'ai vu l'ancien bâtiment qui a été entièrement réhabilité en 6 semaines parce que finalement, ces destructions, aujourd'hui, la dimension est énorme, mais ces destructions, elles sont permanentes. Vous voyez, depuis la deuxième intifada, c'est permanent. J'ai des amis dont les maisons ont déjà été détruites 3 fois, vous voyez, et quand on rentre dans le salon, on a l'impression que c'est le même que la fois d'avant. Il a été entièrement reconstruit, si vous voulez. Moi, je vois, quand je regarde toutes ces vidéos, ce que je regarde, c'est ce qu'il y a autour des zones bombardées, vous voyez. La société palestinienne est une société extrêmement fraternelle et où on se serre les coudes, vous voyez. S'il ne reste que 20 ou 30% de l'habitat, eh bien, très vite, chacun aura un toit, si vous voulez, déjà. Ils ont montré à travers ces déplacements à l'intérieur de la bande de Gaza qu'ils étaient capables de s'organiser à tous les niveaux, sans hystérie. Vous voyez, quand on a raconté qu'il y avait des tirs sur des gens qui allaient chercher des camions, qui avaient dit que c'était des tirs palestiniens, mais j'en ai pas cru une seconde. Ils sont incapables de ce genre de choses. Il y a une vraie solidarité. Et donc, le grand basculement est en train de se produire. Et je pense que la négociation sera très longue parce que les Israéliens et les médias et les Occidentaux n'ont toujours pas compris les objectifs des groupes armés palestiniens et pas seulement du Hamas, parce qu'il y a un certain nombre de groupes qui représentent tout l'éventail politique, y compris le Fatah et l'OLP. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris les objectifs et ces objectifs, eh bien, on ne se lance pas dans une bataille pour obtenir un cessez-le-feu, vous voyez. On se lance dans une bataille pour obtenir une part substantielle de la liberté, c'est-à-dire non seulement une trêve de longue durée, mais également une levée du siège et également une libération d'un maximum de prisonniers. Et la libération des prisonniers, eh bien, ça ne se passe pas, libération inconditionnelle de tous les prisonniers. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Les Palestiniens ont l'habitude des échanges de prisonniers. Ils en ont fait déjà entre 15 et 20, je crois. Et donc, la libération des prisonniers, eh bien, c'est chaque prisonnier qui va être discuté et qui sera discuté à plusieurs niveaux. Il va être discuté par la branche politique, il va être discuté par la branche militaire, il va être discuté par les prisonniers eux-mêmes, car les 5, 6, 7, 8 000 prisonniers palestiniens constituent en permanence des listes de prisonniers, puisque pour les longues durées, la seule issue, eh bien, c'est d'être échangé. Il y a déjà eu un certain nombre d'échanges pour les prisonniers de longue durée. Et donc tout ça va prendre du temps et penser que des combattants qui ont subi de tels traumatismes, les familles qui ont été amputées, voire complètement détruites, Oui, eh oui. bien, il est inimaginable qu'ils vont simplement accepter un cessez-le-feu et la poursuite de la mise en esclavage. Donc, je crois que la négociation qui va s'amorcer, il est bien qu'elle s'amorce, mais je crois qu'il ne faut pas être trop optimiste sur les délais. Mmh. Alors, oui, parce que vous expliquiez donc lors de la conférence, et moi j'avais trouvé ça très intéressant, qu'il y avait une mise en place de, comment dire, de personnes qui allaient vérifier les corps, qui allaient prendre les noms des corps pour Les pouvoir. chaînes de preuve, oui, voilà. Oui, c'est ça. Peut-être expliquer à nos auditeurs aussi. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très, très important parce que dans l'esprit du public occidental, eh bien, finalement, il y a les organisations dites non gouvernementales, eh bien, ce sont elles qui finalement tiendraient la vérité, seraient un petit peu extérieures et diraient le droit, et que ce sont elles qui vont saisir la justice internationale. C'est tout à fait inexact. Aucune ONG ne peut saisir la justice internationale. Et devant un tribunal, eh bien, il faut des preuves. Et les Palestiniens de Gaza, l'exécutif l'a bien compris et il a mis en place, à partir juste après la guerre de 2014, une formation de professionnels de recueil de la chaîne de preuves. Alors, l'exemple le plus simple à comprendre, par exemple, c'est pour les marches du retour. Les marches du retour, ce sont ces grandes manifestations
de jeunes qui allaient à la frontière israélienne, se faisaient tirer dessus comme des quilles ou comme des pigeons, et avec un nombre incalculable de blessés, notamment des handicapés, parce que l'utilisation de balles interdites, les balles explosives dans les genoux, etc. J'en connais un bout puisque j'ai participé à traiter ces patients. Voilà. Eh bien, à chaque fois qu'un jeune est tombé, eh bien, tout au long de la frontière, vous aviez échelonné, peut-être tous les 200 mètres, je ne sais pas, eh bien, quelqu'un qui a été formé au recueil de preuves et donc qui se précipite sur la victime, qui lui demande son nom, s'il est peu en état de s'exprimer, sinon à l'entourage, et puis tous les témoins qui sont autour, on enregistre leur nom et leur numéro de téléphone. Et chaque témoin sera convoqué par la suite et c'est avec un entretien qui dure une trentaine de minutes, donc oui, c'est quelque chose de sérieux. Et à ce moment-là, on va remplir eh bien, un texte qui correspond aux normes de la Cour pénale internationale. Il faudra donner son identité, son email, son téléphone, que sais-je, pour pouvoir éventuellement être convoqué. Mmh. Le blessé, il est apporté aux urgences de l'hôpital Chifa. Une deuxième équipe est là. Qui êtes-vous? Où étiez-vous? Avec qui? Une troisième équipe est dans les salles d'opération afin de demander aux chirurgiens de faire des prélèvements tissulaires pour éventuellement s'il y a des armes interdites, du phosphore, que sais-je, on met ça dans des bocaux, c'est mis sous scellé, etc. Et puis il y a ceux qui recueillent les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'autopsie. Les autopsies sont filmées en continu. Vous voyez, par exemple, il y a un Palestinien qui s'appelle Ibrahim Atou Boutouraya qui était amputé des deux cuisses à la cuite d'une attaque précédente. Il était sur son fauteuil roulant, il a été tué d'une balle en point de fond. La première communication israélienne a été de dire il a été tué, comme pour Shirin Abu Akleh d'ailleurs, il a été tué par une balle palestinienne. Allez prouver devant un Mmh. tribunal que la balle est israélienne. Il faut prouver, ça ne se dit pas comme ça simplement. Et donc il y a eu une autopsie qui a été faite, le corps a été filmé et la balle était bien israélienne. Donc vous voyez que pour une seule victime, il y a une professionnalisation du recueil de preuves qui est absolument indispensable. Et c'est ça qui a permis d'envoyer 3000 dossiers parfaitement remplis à la Cour pénale internationale. Et ça fait partie des dossiers importants qu'a indiqué Fatou Bensouda lorsqu'elle a ouvert une enquête approfondie qui est en cours actuellement. Si l'on fait le parallèle avec le 7 octobre du côté israélien, hein, il y a eu un certain nombre de tués. Bon, on a identifié à peu près, avec difficulté, les Israéliens ont mis du mal à identifier les morts, ce qui n'est pas très fort hein, pour un pays développé. Bon, passons. Et puis, à partir de là, eh bien, devant un tribunal, eh bien, on demandera cette chaîne de preuves, vous voyez. Or, en ce qui concerne les Israéliens, ce qu'on appelle les first responders, c'est-à-dire les premiers qui se rendent sur une scène de crime supposée, eh bien, ce sont des ONG. C'est une ONG. Et c'est une ONG absolument horrible, puisqu'on a vu son responsable face caméra dire les yeux dans les yeux qu'il avait vu des femmes éventrées, des bébés égorgés, etc. Chose qui était complètement démentie par la suite. Mmh. Et donc, ces first responders, non seulement sont incompétents, mais en même temps de parfaite mauvaise foi. Et donc, ça, devant un tribunal, ça ne joue pas. La première chose qu'ils ont fait, c'est de déplacer les corps. Vous voyez, quand il y a des victimes, on ne déplace pas des morts, on ne les déplace pas. Il faut prendre des photos, il faut prendre des vidéos. Euh, Qu'est-ce qui prouve que les femmes attachées sur une chaise n'ont pas été attachées post-mortem, par exemple? Ça peut sembler une question incongrue, mais c'est la question que se posent véritablement les juges, vous voyez. Euh, et donc, une fois qu'on aura fait tout ça, ben, on ne pourra pas le faire, puisque les corps ont été déplacés, un certain nombre de bâtiments ont été détruits, les voitures dans lesquelles s'enfuyaient sans doute un certain nombre de jeunes de cette rêve partie ont été enterrés. Mmh. Vous voyez, donc il va falloir les déterrer pour savoir quel type d'armes les ont détruits. Est-ce que les Palestiniens étaient en capacité de faire ce type de destruction? Autrement dit, on voit que la bataille juridique du côté israélien est très mal engagée, puisque ils ne vont pas être capables, à supposer qu'ils le fassent, c'est tout à fait incertain, à supposer qu'ils le fassent, ils ne vont pas être capables d'apporter des preuves on ne saura sans doute pas avant longtemps, eh bien, quels sont dans les morts israéliens du 7 octobre la proportion de ceux qui ont été tués
directement par les Palestiniens ou directement par l'armée israélienne. Vous voyez, il y a une énorme question là-dessus. On peut imaginer que lorsque des otages ont été faits prisonniers, eh bien qu'on a tiré dans le tas, il y a probablement beaucoup plus d'Israéliens qui ont été tués que de Palestiniens. Donc, vous voyez que c'est parti de Gaza, cette professionnalisation, et c'est ce qui fait qu'ils ont des dossiers extrêmement solides. Alors, à partir du moment où le procureur a ouvert, eh bien, a demandé à la Cour d'émettre des mandats d'arrêt, d'abord, il faut attendre le résultat de est-ce que ces mandats d'arrêt vont être émis, est-ce qu'ils y seront tous, est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres? Vous voyez, on peut ouvrir aussi d'autres, voilà. Mais dans un éventuel procès, on peut discuter après pour savoir s'il aura lieu, mais dans un éventuel procès, eh bien, il faudra que prouver concernant les Palestiniens qui sont mis en cause par le procureur M. Karim Khan, il faudra prouver qu'il y avait une chaîne de commandement, par exemple, entre M. Ismail Haniyeh, qui était à Doha, avec un ordre de viol systématique, d'exécution, de ceci, de cela. La chaîne de commandement sera très difficile à prouver, notamment parce que le mur a été ouvert sur une quinzaine ou une vingtaine de lieux le 7 octobre et qu'un certain nombre de Palestiniens sont sortis à ce moment-là et en aucun cas les responsables militaires sont responsables des exactions qui ont pu être commises à ce niveau. Donc vous voyez que la bataille juridique est entamée, le procès, on peut penser qu'il n'aura sans doute pas lieu parce qu'il y a d'autres étapes qui vont venir et que à la Cour pénale internationale, on ne juge pas par contumace, vous voyez. Mais le simple fait que ça soit ouvert et surtout que le procureur ait lancé des accusations assez précises, mais on n'a pas le texte intégral de ce qu'il a transmis à la Cour, mais elle a lancé des accusations extrêmement graves contre un certain nombre de personnes et d'ores et déjà, la bataille de la communication va souffrir puisque toute cette discussion va être maintenant publique. Les avocats vont présenter des deux côtés, d'ailleurs, leurs arguments. Du côté israélien, ça sera assez difficile, sans doute. Je n'ai pas écouté la longue interview de M. Netanyahou, mais les échos qu'on en a dans la presse, pourtant la presse, c'est plutôt du côté d'Israël en général, en tout cas en France, eh bien, les arguments qui ont été invoqués par M. Netanyahou étaient extrêmement faibles et ne tiendront pas, manifestement, ni au tribunal, ni au tribunal de l'opinion. Il sait déjà où il va, à mon avis. C'est en fait, c'est comme si c'était un peu une poule tétée qui courait toujours. Oui, oui. Je veux dire, alors vous, en tant que médecin, quand vous êtes sur place, vous avez remarqué certaines choses, je veux dire au niveau du comportement des personnes qui travaillent avec vous. Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient soutenus de l'extérieur? Parce que c'est ça aussi. Bon, vous parlez de la communication, donc la communication n'est pas coupée. Est-ce qu'ils voient les manifestations? Est-ce qu'ils voient qu'on les soutient? Parce que ça aussi, c'est important de pouvoir le partager aux auditeurs. Parce que nous, on est un peu, on ne sait pas trop bien quoi faire. Et c'est vrai que. Écoutez, en tout cas, je peux vous dire de façon vraiment formelle qu'ils suivent d'extrêmement près tout ce qui est fait dans le monde. Et je dirais que plus ça vient de loin et de personnes dont on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient motivées, plus ça les touche. Si vous voyez, si vous avez un défilé de vieilles dames au Japon, même si elles sont 10 et qui voient ça, ils se disent, mais dis donc, tu te rends compte, même au Japon, on nous soutient, on pense à nous. Alors, ces témoignages, ils viennent du monde entier, ils ont vu et continuent à voir les immenses manifestations. On a vu ces jours-ci, par exemple, une manifestation à Paris qui était enfin autorisée. Voilà, il y avait 25 000 personnes. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de. Voilà. Il y a beaucoup d'initiatives. Ils suivent avec énormément d'intérêt ce qui se passe dans les universités du monde entier, dans les universités françaises. Avec les jeunes. Ils suivent aussi l'embourbement qui a lieu actuellement dans l'affaire Ukraine-Russie. Et je dois dire d'ailleurs que dès que cette affaire s'est enclenchée à Gaza, les hauts responsables, ceux qui s'occupent de la politique étrangère, qui observent le monde, eh bien, se posaient énormément de questions sur la manière dont on traitait cette affaire dans les pays occidentaux, en Europe en particulier, dont on alimentait en bombe le champ de bataille
et l'évolution sur le terrain, eh bien, d'une certaine façon, a un peu anticipé de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui entre les Palestiniens et Israël. C'est-à-dire que, eh bien, il y a un embourbement qui se produit. Bon, la situation est différente, mais en tout cas, on voit que une toute petite armée parfaitement adaptée aux faiblesses du puissant, eh bien, a réussi à mettre en échec une armée extrêmement puissante, avec toute une série de raisons qui ne sont pas seulement des raisons militaires, qui sont, et surtout, ça on le dit dans tous les conflits, qui sont liées à la motivation des Mmh. combattants, motivation d'ailleurs dans laquelle participent les aspects religieux. Vous voyez, c'est pas du tout une Oui, guerre de non, mais religion totalement. là-bas, mais Non, on quand y on croit à un certain nombre de valeurs, eh Mmh. bien, on y va. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la lutte continue. Ça me fait un peu penser à l'histoire de David et Goliath. Donc je veux dire, il faut pas non plus se dire que parce que c'est une grande armée par rapport à une petite armée, ils le prouvent puisque ça date quand même de décennies cette guerre et malgré tout ils sont toujours là alors qu'en fait ils avaient toutes les raisons, enfin on avait tous toutes les raisons de penser que ça ne tiendrait pas et qu'ils seraient vite Oui, exterminés. alors ce que vous dites, c'est vrai, sauf en ce qui concerne l'opinion israélienne et une partie de l'opinion ici qui soutiennent Israël. Les Israéliens étaient convaincus qu'ils avaient finalement une telle puissance militaire que ça pourrait durer éternellement. On vivait bien tranquillement, entre guillemets, jusqu'au 7 octobre, etc. Donc là, il y a véritablement tout un pan qui nous manque parce que nos médias s'intéressent surtout à l'exécutif israélien, côté va-t-en-guerre, si vous voulez, mais une étude approfondie de l'opinion israélienne est quelque chose qui serait très intéressante, non pas pour savoir ce qu'elle veut, mais comment elle se comporte. Vous voyez, dans n'importe quel conflit armé, 30% des soldats reviennent avec d'importants troubles psychiatriques durables et parfois définitifs. Compte tenu du type de guerre auquel tous ces soldats, qu'ils soient de professionnels ou surtout réservistes, ont été soumis, on ne peut pas s'imaginer que le traumatisme soit encore plus important parce que quand vous faites une guerre extrêmement sale, que vous le constatez vous-même et Mmh. que le monde entier vous observe à le faire, les dégâts psychologiques sont sûrement considérables. Et Et ça, c'est pour c'est ça que vraiment quelque chose qui n'est pas mesuré encore aujourd'hui. oui, parce qu'on voit quand même des voix qui s'élèvent au niveau des Israéliens aussi, qui commencent à se dire que ça va trop loin, il faut qu'on arrête, il faut qu'on stoppe. Alors, il y a ceux qui ont toujours été contre. Il y a une Mhm, petite minorité en Israël qui est extrêmement courageuse parce qu'ils auraient pu très bien quitter le pays, aller s'installer ailleurs pour vivre normalement, entre gens normaux. Euh, donc, il y a toujours eu ce groupe, mais l'important, c'est ce que vous dites, c'est qu'il y en a d'autres qui aujourd'hui probablement eh bien, s'interrogent. Vous voyez, moi, je m'interroge, par exemple, sur un de mes anciens internes et chefs de clinique, un type très bien, qui un beau jour a décidé de partir là-bas. Je lui ai dit, tu sais, tu vas vivre des guerres et tes enfants la feront, la guerre, vous voyez. Et mhm. au début, après le 7 octobre, il m'a envoyé un mail pratiquement m'insultant, disons, il me respecte, mais extrêmement vindicatif. Euh, c'est pas moi qui lui ai écrit, c'est lui qui m'a écrit, vous voyez. Donc, ce qui montre bien qu'il était déjà à ce moment-là dans une situation psychologique difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, il doit vivre l'enfer, vous voyez. Il est aussi français, j'allais dire, que vous et moi. Mais, et donc, malgré tout, il y a des choses qu'on peut accepter, ne pas voir, et puis à un moment donné où tout ça s'effondre. Pour un médecin qui va comme ça sur le terrain, parce que pour un titre individuel aussi, ça doit être quand même quelque chose de. On ne revient pas indemne, évidemment, puisque vous n'arrêtez pas d'y retourner. Donc je suppose que c'est quelque chose qui fondamentalement vous bouleverse et vous transforme. À partir du moment où on met le pied à l'étrier, de se dire on va aller sur le terrain direct. Enfin, je suis désolée, j'ai même un peu d'émotion en le disant parce Oui, que oui, c'est moi aussi. quelque chose. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je suis désolée, Non, non, vraiment. pas du tout, mais moi, Mais ça ça doit être quand m'arrive même aussi quelque chose d'avoir cette émotion, y compris de vivant dans des interviews. Oui. oui, ben, je suis Mais désolée. non, Vraiment, non, mais n'êtes pas désolé, c'est notre humanité qui parle. Euh, alors écoutez, moi, ce qui m'a fait tenir depuis ces 20 ans, c'est que j'y croyais. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels
j'ai vu des signes d'avancée, j'ai baigné dans une population extrêmement éduquée, et l'éducation, bah, c'est le futur, c'est tout ce qui va se passer après. Et donc, je ne croyais pas qu'il puisse disparaître, que cette situation puisse s'aggraver encore. Alors, évidemment, depuis le 7 octobre, on passe par des phases de, vous voyez, c'est pas maniaco-dépressif, mais presque. Disons qu'il y a des phases où on se dit, ça y est, maintenant, ça y est, ça a basculé, ça va, on est sur un terrain favorable. Et puis, il y a des moments, il faut reconnaître, depuis le 7 octobre, il y a eu toute une série d'événements épouvantables et à chaque fois, on s'est dit, bon, là, c'est le dernier. Maintenant, ça y est, ceux qui peuvent, je sais pas, fermer le robinet des armes vont arrêter. Ceux qui ont dit des horreurs vont stopper. Vous voyez? Mmh. Non. Eh ben, les horreurs continuent. L'une de ces horreurs, bah, c'est que quelqu'un qui était potentiellement candidate à la présidence aux États-Unis, eh bien, écrit sur des obus. Euh, euh, Finissez-les tous ou quelque chose comme ça, des obus américains et qui allaient, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il existe dans le monde des gens qui ont été représentants américains aux Nations Unies, postulent pour la présidence des États-Unis, probablement, que sais-je, mère de famille, hautement diplômée, que sais-je, vous voyez. Il y a Mmh. des gens qui sont capables de ça, vous voyez. Et moi, j'ai jamais eu l'impression, depuis que je suis né, que je serais capable de ça, ni même Mmh. personne autour de moi. Et on se rend compte que si, vous voyez. Donc ça, c'est un message très inquiétant, surtout dans les temps qui courent, vous voyez, avec une espèce de racisme débridé qui saisit nos élites, hein, car faut bien reconnaître que nos exécutifs, parfois, sont carrément sombrés dans un racisme. Euh, donc, nous vivons une période inquiétante, c'est vrai, mais en tout cas, je dirais que quand je vais là-bas, paradoxalement, je vois des gens qui résistent, des gens qui tiennent. Voilà, j'ai travaillé avec des chirurgiens qui avaient perdu la moitié de leur famille et ils étaient toujours là. Pendant que j'étais là-bas, un anesthésiste a eu une partie de sa famille qui a été tuée et le lendemain, il était au boulot, vous voyez. Donc, on se dit, il y a beaucoup d'exemples à prendre de là-bas, des exemples aussi pour la lutte, vous voyez, ne pas accepter un certain nombre de choses parce que quand on commence par accepter, ben, un jour ou l'autre, ben, on vous attrape, on vous met en prison et plus personne n'entend parler de vous. Alors, on a l'impression que c'est un peu irréaliste de dire ça aujourd'hui, mais ça s'est produit par le passé et c'est ce Exactement. qui est en train de se produire à Gaza et en Palestine et en Cisjordanie. Vous voyez, tous ces jeunes en Cisjordanie qui sont au combat et qui meurent tous les jours, vous voyez. Ce sont des jeunes éduqués qui ont 20 ans, vous voyez. Et là aussi, c'est une situation qui ne peut pas durer. C'est une situation instable et elle ne peut pas basculer vers l'éradication de la population de Cisjordanie. Donc, c'est une situation à traiter. Et c'est vrai que jusqu'à présent, eh bien, ceux qui tirent les ficelles, eh bien, ne le considèrent pas, qu'il faille traiter cette situation. Mais nous allons y assister, c'est inéluctable. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'en fait, on est entre 2, Entre 2 deux mondes, oui, entre oui, deux vraiment, périodes, oui. exactement, avec et Soit le droit international avec les valeurs qu'il représente triomphe, soit tout disparaît. Et moi, je crois qu'il va triompher. Ça va prendre du temps, mais ça va se faire petit à petit et il n'y a pas d'autre solution de toute façon. est-ce qu'on pourrait considérer que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est vraiment lié? Parce que bon, il y a eu quand même pas mal de problématiques sur très peu de temps. Je veux dire, il y a une échelle, il y a une escalade de faits qui se sont suivis à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est justement là le signe des temps de la fin? Parce que bon, on parle de foi, mais j'ai envie de dire que bah, s'ils sont toujours là, ces gens-là, c'est quand même qu'ils croient en quelque chose de beaucoup plus puissant que simplement des humains. Je veux dire, ben voilà, moi je serais là, c'est soit, si j'avais pas la foi, je ne pourrais pas continuer. Je veux dire, même déjà nous, à l'heure actuelle, ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle, moi en tant que maman, je peux pas me dire qu'un jour on va laisser ça à nos enfants, vous voyez. Donc à un moment donné, soit on se réveille ou, ou on est au bout. Et Moi, je crois que ce qui est en train de se... D'ailleurs, je ne pensais pas que ça prendrait cette forme de scénario.
je penserais que ça serait plus calme et moins sanglant. Mais depuis des années, je pense curieusement que cette petite bande de Gaza, c'est un peu là où se joue la paix du monde, parce que Ah, ça. finalement, c'est une espèce de Israël est une expansion impérialiste, occidentale, violente, méprisante, arrogante, tout ce qu'on veut, et donc, c'est une situation qui ne peut pas durer. Et cette bande de Gaza, eh bien, elle résiste. Et c'est vraiment un clou planté dans la chaussure israélienne. Et donc, finalement, c'est la ligne de front, si vous voulez, entre la barbarie et le développement. Et donc, j'ai toujours cru que cette bande de Gaza allait faire des grandes choses. Mmh. Mais je ne pensais pas que ça allait se passer d'une manière aussi dévastatrice. Mais en tout cas, ils sont là, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que nous, il ne faut pas qu'on dételle non plus, parce que eux s'accrochent à leur terrain, à leur sol, à leur histoire, à leur passé, à leurs valeurs, vous voyez. Et donc, vous savez, une fois, j'étais pendant Les la guerre de 2008-2009, il y avait une soixantaine de chirurgiens égyptiens qui étaient entrés dans la bande de Gaza, et d'ailleurs, certains par les tunnels, à une époque où ils auraient eu de gros soucis, même d'ailleurs, on a de gros soucis aujourd'hui si on passe par les tunnels, à partir de l'Égypte, vous voyez. Et il y a un gars qui était prof de chirurgie vasculaire, je me souviens, à la fin, il a fait un petit topo avant de partir. Il a dit: avant, je priais tous les jours pour ces pauvres Palestiniens, et maintenant, je considère que c'est nous qui sommes pauvres, parce qu'on découvre nos faiblesses à la manière dont les Palestiniens résistent, vous voyez. Mmh. C'est un exemple, en fait, pour notre société. Absolument. C'est à considérer, vraiment, oui. Voilà, oui. On va essayer de passer à ce que vous avez peut-être écrit. Comme ça, parce que je sais que vous avez fait quand même pas mal de travail au niveau de l'écriture. On va peut-être reprendre, je vais essayer de retrouver ce que j'ai mis de côté. Hein, bon, voilà. Donc, j'ai vu que vous aviez quelques livres. Que, Disons qu'il y a il y a une chronologie dans ces bouquins, parce que je me suis formé, hein, j'ai acquis des connaissances, et puis à travers les livres, j'essaye de les diffuser. J'ai commencé par écrire une biographie, vous voyez, qui est en haut à droite. Je me suis dit, je vais faire une biographie d'un Palestinien pour, voilà, pour déjà avoir tous les Palestiniens pourraient écrire un bouquin sur leur vie, mais en tout cas, j'ai fait celle-ci. Et puis après, j'ai écrit pendant une dizaine d'années des chroniques, qui sont les troisièmes à partir de la gauche, sur la ligne du haut. Voilà, des chroniques, c'est-à-dire que j'écrivais des choses qui ont toutes été écrites en temps réel, si vous voulez. Et avec le temps, vous voyez, ça fait un peu archi, c'est-à-dire que c'est intéressant de savoir en 2004, en 2006, ce que disait un tel, ce qui s'est passé. C'est des scènes de tous les jours ou des rencontres avec des personnages. Et puis, j'ai identifié dans l'histoire de ces Palestiniens deux événements qui ont été des bornes. Le premier, c'est le quatrième à partir de la gauche sur la ligne de haut, s'appelle Mar Jesuo. Eh bien, avant les accords d'Oslo, Yitzhak Rabin a expulsé, déporté plutôt, c'est le mot exact, au Liban, 400 Palestiniens du Hamas et du Djihad islamique, de façon à pouvoir négocier des accords d'Oslo avec un certain nombre d'opposants en moins. Alors, ils sont restés sur place, ils ont refusé d'entrer, ça a fait un buzz. Finalement, ils sont rentrés au bout d'un an, ils ont fait un brainstorming là-bas, et ils ont élaboré leur programme dès l'année 92-93. Et si vous regardez le deuxième livre à partir de la droite, sur la ligne du haut, c'est l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Ça, c'est un livre que j'ai traduit de l'anglais. Et cette politique étrangère qui a été élaborée il y a maintenant plus de 30 ans, euh, eh bien, elle trouve aujourd'hui son aboutissement. Ils ont développé des relations, par exemple, avec l'Afrique du Sud. Et vous voyez que c'est l'Afrique du Sud qui a saisi la Cour pénale internationale. Ils ont développé des relations avec la Russie, avec la Chine. C'est la Russie et la Chine qui ont mis un veto lorsque les Américains ont voulu faire passer, après le 7 octobre, une disposition qui aurait abouti à classer le Hamas sur la liste des organisations terroristes de l'ONU. Vous voyez. Donc ça, c'est des événements importants. J'ai fait un autre bouquin, d'ailleurs, qui n'est pas là, sur l'échange entre le soldat Khalid et Assil Ansou. Alors, c'est un bouquin Journaux noir. de prisonniers. Voilà, non, ça c'est des journaux de prisonniers. J'ai fait avec la préface,
Je vois qu'il n'est pas là, mais c'est pas grave. Mmh. L'échange que le soldat franco-israélien contre 1027 prisonniers, eh bien, ça aboutit à libérer beaucoup de prisonniers des longues peines, et c'est ceux qui aujourd'hui, pour une partie, eh bien, sont aux commandes à l'exécutif de ce pays. Et puis, j'ai fait deux petits bouquins de droit international. L'un qui est au milieu à droite, qui s'appelle Le chemin de la cour, sur la ligne du milieu à droite, complètement à droite. Voilà, encore à Oui, droite. Voilà, c'est ça. Il y a des cartes où il y avait justement, d'ailleurs, oui, je m'en aperçois aujourd'hui, on avait mis des cartes à jouer. Le chemin de la cour, ça veut dire le chemin de la Cour pénale internationale. Je l'ai écrit après la guerre de 2014. Et on avait mis des cartes à jouer. C'est une idée de l'éditeur, une idée de l'éditeur. Vous savez, quand les soldats américains étaient en Irak, ils avaient un jeu de 52 cartes et puis ils avaient 52 photos de responsables, vrais ou supposés, à arrêter s'ils tombaient sur eux. Et vous voyez que sur ces 4 cartes à jouer, eh bien, il y a la tête de monsieur Netanyahou déjà en 2014. Et puis le deuxième, ou plutôt ligne du milieu à gauche, j'ai fait un livre sur les chrétiens de Gaza parce que ça m'intéressait de montrer, de leur donner la parole. Beaucoup de gens s'imaginaient qu'il n'y avait plus de chrétiens à Gaza, et si. Et il y a même une église du IVe siècle, qui est l'église Saint-Porphyre, qui est visible sur la couverture. Et donc, toute cette petite population, j'ai eu l'occasion d'avoir des entretiens longs avec eux et de voir à quel point, ils me l'ont dit tous, ils étaient palestiniens et arabes avant d'être chrétiens d'ailleurs. mmh, Et puis les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale diront que c'est le tome 2. Après le chemin de la Cour, ben maintenant on y est, l'enquête a été ouverte. Et entre 2014 et 2020, vous voyez, c'est 6 années qui ont été nécessaires pour franchir toutes ces étapes juridiques. d'accord. Alors donc vous expliquez que les livres, bon, c'était pas pour, vous faire de l'argent que vous les faisiez? Non, non, je ne touche aucun droit d'auteur sur ces livres. Seul l'éditeur eh bien, a sa rémunération. D'accord. Bah, voilà, moi je tenais à vous remercier, pour ce témoignage, plutôt émouvant. Je m'attendais pas du tout à réagir comme ça non plus. Je suis dé enfin, Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. et j'espère que ce sera un témoignage qui va pouvoir avoir son poids pour, peut-être ouvrir les yeux de certains qui sont encore peut-être dans le doute, de la situation parce que vous êtes sur le terrain et que vous voyez de l'intérieur donc les choses qui se passent parce que bon, j'entends parfois j'ai des gens qui semblent éveillés et puis qui me sortent oui mais non mais ça c'est pas possible et je me dis mais ils n'ont pas encore compris les tenants et aboutissants de tout ce qui est élite mondialiste et sioniste qui est en train de diriger le monde à l'heure actuelle. Donc voilà, je tenais à vous remercier vraiment pour votre Ben, c'est moi présence. qui vous remercie de votre invitation, et à une autre fois dans une conférence ou ailleurs. Avec grand plaisir, oui, on ne sait jamais. Si vous avez peut-être l'occasion peut-être de revenir avec un thème en particulier, n'hésitez pas à me recontacter. Ce sera avec plaisir que vous serez reçu sur Reporter Citoyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne, à bientôt alors. Au Merci. revoir. Au revoir.